Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui d'Anthony Edwards et des Wolves, des Rockets, de Jalen Tyson et des Cavaliers. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue. Salut Charles! Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, la soirée est chargée, on n'a pas beaucoup de temps, on est sur une semaine un peu difficile à gérer en termes de timing. On va essayer de faire notre possible pour faire 1 heure de podcast et grand bien nous fasse, on est dans le chaud de l'actualité puisqu'on commence à peine l'enregistrement de ce podcast que nous avons eu la news des starters pour le All-Star Game, les joueurs qui ont été élus pour débuter le All-Star Game, enfin pour débuter. Ils ont été élus, ils sont All-Star starters, mais on sait qu'il va y avoir ce format complètement bizarroïde, encore une fois, qui va être mis en place. À l'Est, on a Giannis Antetokounmpo, Tyrese Maxey, Jalen Brunson, Cade Cunningham, Jaylen Brown. À l'Ouest, on a Luka Doncic, Nikola Jokic, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama. Première chose que je remarque, Charlie, c'est l'absence. Au bout de 21 ans de LeBron James, pour la première fois, il n'a pas été élu par les fans, ce qui est quand même une nouvelle assez dingue, je trouve. Et je vois sur les réseaux sociaux les premiers cris au scandale, c'est le fait que Donovan Mitchell n'ait pas été sélectionné dans la conférence Est et à l'Ouest, qu'il n'y ait pas Anthony Edwards. Ta première réaction à chaud à tout ça? Bon, ma première réaction, c'est qu'effectivement, je suis surpris de ne pas avoir au moins Anthony Edwards à l'Ouest. Ouais. À l'absence de LeBron, moi, ça m'étonne pas plus que ça. Et quelque part, je trouve que c'est aussi bien, continuer à lui envoyer des signes que c'est bientôt la fin, là, allez-y. Toi, t'es tellement pour la fin du truc, quoi. C'est fou, ça. Non, mais pas forcément la fin de sa carrière, pour la fin de son aventure aux Lakers, ouais. Non, écoute, sinon, Steph Curry, effectivement, je suis pas très convaincu qu'il avait sa place à la place d'Anthony Edwards. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. L'autre chose, c'est Wembanyama starter. Je pense que c'est une première, non? Un joueur français titulaire au All-Star Game. Je pense que c'est une première. Il me semble, ouais. J'ai l'impression que c'est jamais arrivé, ouais. Donc, en tout cas, c'est pas Tony Parker qui a fait ça. Bon, ni Rudy Gobert, ça c'est certain. Donc écoute, voilà, sinon, je vais pas te mentir et te dire que j'ai hâte de voir le All-Star Game, ce ne serait pas vrai, mais il y a quand même une toute petite curiosité sur ce format, donc on verra. Hein. Non, mais il n'y a pas de... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de curiosité sur le format. Et c'est quoi ces trucs de 3 équipes Non, mais il y a une curiosité. Enfin, bon, ok, tu veux que je sois honnête. Je m'en fous du All-Star Game. Voilà. Non, mais très sincèrement, je persiste et je signe en disant que s'ils avaient fait un USA contre le reste du monde, franchement, j'aurais regardé le match. Très sincèrement. Là, je suis même pas certain de poser un œil dessus parce que, comme l'an dernier, avec leur format de round robin, là, Ouais. où tu vas avoir 3 équipes qui vont jouer des espèces de cartons, des matchs de durée de carton et qu'il va y avoir tout le décorum autour avec des gens qui vont parler de manière incessante, des happenings, ça va être insupportable. Non, mais ça va juste être insupportable. Ça, je suis d'accord. Il n'y aura pas de jeu, en fait. Voilà, remettez-nous un vrai match de basket, s'il vous plaît. Ça, je suis d'accord. Là, les histoires de ces formats bizarres, là, le round robin, bon. Puis qu'est-ce que tu veux que ces joueurs-là aillent jouer comment tu veux te mettre... Alors, on peut dire, ouais, mais les saisons précédentes, quand tu avais 4 cartons de 12 minutes, ils jouaient pas plus. Non. Ok, pourquoi pas, mais là, en 12 minutes, tu leur laisses complètement aucune chance de se mettre en jambe, de trouver du rythme et de jouer quelque chose de significatif, quoi. Très sincèrement, c'est forcément un truc qui va être ultra déceptif. Je vois pas comment ça peut être sympa, ce format. Oui, non, moi non plus. Donc voilà. Donovan Mitchell, est-ce que pour toi c'est un vrai snub ou pas? On a parlé d'Anthony Edwards. Effectivement, je pense qu'Anthony Edwards à la place de Steph Curry, ça avait du sens, étant donné la saison qu'il fait. Et on va en parler en plus d'Anthony Edwards. Et on va citer toutes les bonnes raisons pour lesquelles il aurait potentiellement dû être là. On peut parler des résultats de son équipe. On peut parler... Après, c'est le public qui vote. Hein. C'est aussi ça l'histoire. Derrière, ça montre que... C'est qu'une partie, le vote du public. Oui, bien sûr, mais ça pèse quand même sacrément dans la balance. Et on voit que Stephen Curry, lui, a toujours une cote quand même sacrément élevée
auprès des fans. On le voyait bien déjà sur les premiers retours des votes, qu'il était sacrément haut placé, quoi. Ouais, je suis Le fait que d'accord. LeBron James ne soit pas là, pour moi, ça reste quand même une nouvelle d'importance, de première importance, quoi. Ouais, écoute, Donovan Mitchell, en fait, le problème, c'est qu'il t'enlève à l'Est, tu vois. Autant à l'Ouest, effectivement, je trouve que Steph Curry est pas forcément indispensable. Autant à l'Est, à la limite, il y a le cas Tyrese Maxey, mais Tyrese Maxey, c'est le troisième meilleur scoreur de la ligue. C'est, ça m'étonne pas qu'il soit là. Je suis moins choqué par l'absence de Donovan Mitchell que par l'absence d'Anthony Edwards, clairement. Ouais, et puis ils font pas une saison de dingo, les Cavaliers, Non, c'est ça. donc ça se comprend, ouais. Bon, après, moi, j'ai de l'affection pour Stephen Curry, donc je suis pas contre le fait qu'il en soit là, mais ouais, voilà. On va arrêter ce sujet puisque on parle d'un truc. Je vous préviens, hein, les auditeurs, je suis pas sûr qu'on va traiter du All-Star Game le moment où ça va venir. Je pense qu'on va faire un mailbag le week-end, le week-end du All-Star Game. Enfin, on traitera peut-être de l'actualité rapidement, mais on fera un mailbag pour le retour du All-Star Game, quoi. Je pense pas traiter du All-Star Game à proprement parler. Très sincèrement. Je vais être très déçu, mais... Oui, je sais. Tu vas beaucoup pleurer. Exactement. Donc voilà, écoute, ouais, le All-Star Game, voilà, que dire. On verra bien à quoi ça ressemblera tout ça. Je regarderai d'un coin de l'œil quand même, juste pour être sûr que je manque rien, mais parce que ça va me manquer le basket. On est sur une pause assez longue à ce moment-là, donc on verra ça. Charlie, je te propose d'attaquer notre premier sujet. Notre premier sujet, c'est les Minnesota Timberwolves et Anthony Edwards. Après un début de saison poussif, Minnesota poursuit sa remontada au classement au sein de la conférence Ouest, grâce à un des meilleurs bilans de la ligue depuis Thanksgiving, c'est-à-dire fin novembre. Et ce, malgré les absences répétées d'Anthony Edwards, dont la blessure au pied ne cesse d'être un sujet cette saison. Il est un peu toujours, il joue pas, il joue et il joue pas. Il a manqué une dizaine de matchs, je crois, depuis le début de la saison. Rudy Gobert est suspendu ces derniers temps en raison des fautes flagrantes dont il a dépassé le quota. Les Wolves n'ont pas tout à fait réussi à compenser le départ de Nickel Alexander-Walker à Atlanta, et c'est pour cette raison qu'ils sont annoncés comme de potentiels acheteurs sur le marché des transferts, pour un meneur de jeu notamment. Rien de spectaculaire cependant, je pense, on ne peut pas s'attendre à ça. Ils sont juste en dessous du second palier financier qui est ultra punitif de la convention collective. Donc je ne suis pas sûr que Tim Connelly, président des opérations basket, va aller chercher un truc de fou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va pas ramener un salaire qui menacerait de leur faire passer ce palier financier, ce second palier. C'est pas l'ambiance manifestement à Minnesota, qui, je vous le rappelle, a opéré un changement de propriétaire qui s'est réglé dans un tribunal. Enfin bref, ça a été un merdier sans nom pendant un certain temps. Heureusement pour les Wolves, il y a eu Bones Island qui s'est révélé être un joueur sur lequel Chris Finch peut compter. Il apporte de l'énergie en sortie de banc, une impulsion offensive quand Edwards est au repos. Julius Randle est incroyablement solide, encore une fois, cette saison, et parvient à apporter l'équipe quand il le faut. Gobert, on l'a rappelé récemment, affiche un niveau défensif exceptionnel. Jaden McDaniels poursuit sa progression. Il est vraiment épatant dans sa production sur le terrain. Et puis, tu as Anthony Edwards, qui, quand il joue cette saison, est un monstre dans le clutch. On l'a vu face aux Spurs, malgré la défaite, il y a quelques jours, et à d'autres reprises cette saison. Edwards se transforme en machine de guerre dans les moments décisifs. Jeu en pénétration, step back, fade away. Il possède actuellement tout l'arsenal pour malmener les défenses comme bon lui semble. Ses atouts athlétiques lui permettent de faire ce qu'il veut sur le terrain. Mieux encore, il affiche une efficacité redoutable dans ces moments décisifs, où il force moins qu'auparavant, avec moins de pertes de balles. Charlie, comment tu vois cette saison de Minnesota et principalement celle d'Anthony Edwards? Bon, déjà, ce qui est clair, tu l'as dit, c'est que récemment, ils affichent quand même un sacré niveau. Là, sur le mois de janvier, les Wolves, c'est la troisième meilleure attaque de la ligue, et ça tient beaucoup aux performances d'Anthony Edwards, qui, sur les 7 matchs qu'il a disputés sur le mois, il a manqué Milwaukee et Houston, là, les 13 et 16 janvier, mais sur la période, il tourne à 32 points de moyenne, à 50% à 3 points. Bon, on est quand même là sur des chiffres qui sont extrêmement impressionnants. Euh, je, je pense toujours que c'est une équipe
en fait, tu l'as dit, il y a un manque à la main dans cette équipe qui est un peu gênant, mais c'est en partie gommé parce que par Anthony Edwards qui fait une saison de fou. C'est vraiment une des superstars de la ligue, quoi. Il est vraiment extrêmement impressionnant. Bon, je pense effectivement qu'il devrait aller chercher un meneur pour le soulager un peu et l'épauler à la création, parce que bah même s'il a énormément progressé dans ses prises de décision, qu'il a moins d'échecs les saisons précédentes, alors que son taux d'usage est toujours aussi haut. Je trouve aussi qu'il a apporté de la variété dans son jeu offensif, mais c'est vrai qu'avoir un vrai porteur de balle à ses côtés l'aiderait, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, il y a trop de choses qui reposent sur ses épaules. Visiblement, ça lui pose aucun problème, hein. C'est un talent incroyable, c'est un athlète absolument hors norme aussi, tu l'as dit, mais c'est peut-être pas pour autant qu'il faut continuer à charger la barque. Mais écoute, ouais, non, la saison des Wolves, une nouvelle fois, elle est impressionnante. Une nouvelle fois, c'est une équipe qu'on ne voyait pas, qu'on voyait pas être aussi performante que les saisons précédentes, et une nouvelle fois, ils sont un peu en train de nous donner tort là. Alors il y a encore des questions, évidemment, l'écart qui existe entre le niveau défensif affiché quand Rudy Gobert est sur le parquet et quand il est sur le banc, c'est potentiellement quelque chose qui peut leur poser problème à l'avenir. Mais il y a vraiment des choses très intéressantes. T'as parlé de Julius Randle, il fait une excellente saison. On l'a même vu là défensivement, par exemple sur Wembanyama. On l'a vu sur des possessions défensives sur Wembanyama dans le match de la semaine dernière là, où vraiment il est impressionnant, il impose son physique. C'est aussi d'ailleurs ce genre de séquence où on se dit que Wemby devrait vraiment s'épaissir et prendre en puissance, mais voilà, Chris Finch fait vraiment un excellent boulot avec ce groupe. Il s'accommode du manque de vrais meneurs avec des systèmes qui sont assez simples, une exécution rapide. Il a des bons shooters, hein. Les Wolves, c'est le 4e meilleur pourcentage à 3 points de la ligue. Il a aussi des mecs qui savent aller chercher leurs points sur les lancers francs avec Anthony Edwards et Julius Randle. Voilà, c'est une équipe qui est disciplinée, c'est une équipe qui est intelligente, c'est une équipe aussi défensivement, même si sur la durée ils sont pas toujours au top, c'est une équipe qui sur des séquences est capable d'être absolument remarquable, de mettre une intensité folle, de mettre beaucoup de dureté, de mettre de la discipline aussi. Si pendant, c'est tout à fait possible de les voir pendant un 4e quart-temps par exemple défendre le faire du début à la fin, ne pas faire d'oubli, vraiment être au niveau. Le point d'orgue là-dessus, évidemment, c'est Rudy Gobert. On a déjà parlé il y a quelques jours. Il est en train de faire une saison remarquable. Bon, voilà, moi j'ai toujours des questions sur ces Wolves parce que je me demande si le manque de meneurs va pas leur jouer des tours, notamment en play-off, où Anthony Edwards va devoir faire face à des défenses bien plus agressives, bien plus focalisées sur lui. Est-ce que c'est possible pour lui de tenir le choc comme il le fait sur cette saison régulière? Ça, c'est un peu une grosse question pour moi. Ouais, c'est complètement ça, effectivement. Ouais. C'est maintenir ce niveau d'excellence en playoff quand les défenses n'auront que ça à faire de se concentrer sur lui. Il y a peu d'adversaires qui sont capables de le gêner, mais on a vu que c'est tout à fait possible. Je suis enregistré dans ce podcast à plusieurs reprises à dire que les Wolves, pour moi, ont atteint leur plafond avec les finales de conférence et je les vois pas aller chercher le top de la conférence Ouest. Je pense qu'ils sont pas assez, ils ont pas les reins assez solides pour aller chercher le Thunder ou même une équipe des Nuggets à plein régime, si tant est que ça arrive. Les Rockets, pour le coup, oui, je les donnerais vainqueurs face aux Rockets. Et c'est là où je veux en venir, c'est que les Wolves, quelque part, restent dans la conférence Ouest, pour moi, une équipe top 3, top 4, quasiment assurée, quoi. Et j'ai pas trop de doutes là-dessus, surtout quand Anthony Edwards est aussi probant dans le clutch cette année. Je regardais ça. Enfin, je veux dire, s'il y a un joueur à qui donner le titre de joueur clutch de la saison régulière, c'est lui. Je ne vois pas qui d'autre en fait. Il Pas est le Fox. troisième. Hein? Pardon, je dis pas Fox en tout cas, mais oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, sur cette saison, il mérite vraiment. Il est à 6 points de moyenne dans le clutch selon NBA.com. Donc, je rappelle, c'est 5 minutes de la fin du match, 5 points d'écart ou moins dans une rencontre. C'est comme ça que c'est déterminé. Les, les Wolves ont joué 15 matchs de la sorte. Ils sont à 9 victoires et 6 défaites. Anthony Edwards marque 6 points dans ces 5 dernières minutes en moyenne.
Ces pourcentages, Charlie, je te les donne. Pourcentage de réussite au tir, 71,7. Pourcentage de réussite à 3 points, 61,1. Pas mal. Pourcentage de lancer franc, 81,3. En fait, c'est la grosse différence par rapport aux saisons précédentes. C'est sa capacité. J'ai l'impression qu'Anthony Edwards, il y a eu il a passé une nouvelle étape, aussi Oui. incroyable que cela puisse paraître, mais il a passé une nouvelle étape dans sa lecture du jeu et dans sa compréhension de ce qu'il est, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est capable de faire, de comment mettre à usage ses capacités athlétiques, sa rapidité, le fait qu'il y ait quasiment aucune zone aujourd'hui sur le terrain où il est incapable de faire ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire qu'il est capable de tout faire offensivement. Il n'y a rien qu'il ne sache pas faire. Le point où ce joueur-là devient potentiellement totalement injouable, c'est si, à l'instar des Kobe Bryant à son époque, de LeBron James qui a appris à faire ça aussi sur le tard, peut-être trop tard pour certains, enfin, dans sa carrière, il aurait pu être plus dominant, je veux dire, encore plus qu'il ne l'a été, s'il avait développé son jeu dos au panier. Et je pense que le jour où Edwards développe ce jeu en tête de raquette, dos au panier ou sur le coin là, s'il arrive à développer ce jeu-là, ça veut dire que les défenses peuvent pratiquement plus faire de prise à deux parce qu'il sera capable de les voir venir et il sera capable de faire les passes beaucoup plus facilement que ce qu'il fait aujourd'hui. Si tu regardes la série face au Thunder en play-off l'an dernier, il se faisait souvent avoir et perdait souvent des ballons. Et de toute façon, il a toujours eu ce problème de perte de balles à des moments parfois où tu te dis putain, mais c'est tout à fait pas le moment de perdre des ballons, tu vois. Et là, je trouve que il fait un effort conscient pour vraiment s'améliorer dans ce domaine-là. Et offensivement, et c'est Rudy Gobert qui atteste de ça d'ailleurs, il dit avant, il avait tendance à faire un peu trop de hero ball, et aujourd'hui, dans sa prise de décision, notamment dans les moments décisifs, on voit qu'il a fait des progrès, mais inouïs dans ce domaine. Et ça peut être absolument déterminant pour les Wolves, je pense, dans un parcours en playoff. Ouais, je suis d'accord. Et honnêtement, bah, quand tu vois l'évolution de ce mec, c'est ça, on voit que c'est un bosseur. Enfin, chaque année, t'as l'impression qu'il corrige des petits trucs sur son jeu. En fait, j'ai l'impression que chaque année, il y a au moins un épisode du podcast où on dit ah tiens, t'as vu Anthony Edwards, il s'est amélioré là-dessus, il s'est amélioré Complètement. là-dessus. On le fait à chaque fois, Ouais, effectivement. c'est ça. Et tu vois là, par exemple, vraiment, je trouve qu'il a plus de variété dans son jeu offensif. L'année dernière, il prenait quand même beaucoup de tirs à 3 points. Alors attention, hein, je crois qu'il était aux alentours des 40% à 3 points, tu vois. On va pas lui reprocher d'en prendre beaucoup, mais là, cette année, il en prend un peu moins. C'est des meilleurs tirs. Il s'est plus varié, il s'est plus changé de rythme. C'est remarquable, honnêtement. Là, sur ce mois de janvier, il a passé la barre des 10 000 points inscrits en carrière. C'est le 3e plus jeune joueur de l'histoire à atteindre cette marque. Plus globalement, avant lui, des mecs de moins de 25 ans qui ont attendu cette marque, il y en a que 7. Enfin, je veux dire, en fait, j'ai pas l'impression que les fans de basket et de NBA se rendent compte à quel point, en fait, là, on est vraiment face à un phénomène absolu. C'est Ouais. un monstre, Anthony Edwards. C'est un monstre qui a classé dans l'histoire parmi les plus gros monstres, en fait. C'est une super méga star, Ben ouais, y a pas à tortiller. ben oui. Tu parlais de ses tentatives à 3 points. C'était 10,3 la saison passée. Il était à 39,5% de réussite. Cette saison, il est à 8,4. Il a quasiment enlevé 2 tentatives en moyenne par match. Et il est quasiment à 42% de réussite à 3 points, ce qui est C'est remarquable, extraordinaire. bien sûr. Il a 24 ans, ce mec-là. Mais oui, Anthony Edwards est en train... Il est sur la voie de devenir ce joueur, le joueur que tout le monde attend qu'il devienne, clairement. ouais, c'est Il ça. est en train. Et en plus, il a cette mentalité il a ce côté arrogant, mais comme il le faut en NBA, tu sais pas, tu peux pas être autre chose que ça si tu veux être un des tout meilleurs joueurs de la ligue. C'est quand même très compliqué. Il y a quelques joueurs qui peuvent être un peu en retrait ou paraître en retrait. Faut pas confondre aussi un relatif manque d'expression avec un manque de détermination. Ouais, Edwards, non. il a ce bagou, il est formidable dans ses sorties médiatiques et il a ce jeu ultra agressif, ultra spectaculaire.
Et il a cette volonté de progresser. C'est un joueur qui ne se repose. Pourquoi on parle de lui chaque année, chaque saison, en disant ah il a encore ajouté ci, ah il a encore progressé là-dessus, ah il a encore fait ci, il a encore fait ça, ah tiens il a baissé de volume, mais il a amélioré l'efficacité générale. Parce que c'est un joueur qui veut en arriver là. C'est un joueur qui bosse pour obtenir ce genre de résultat. Et ça, c'est la marque des grands. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a vraiment la mentalité d'un mec qui va aller loin. Là, tu vois sa petite phrase sur Wembanyama, sur pourquoi est-ce qu'il est Ouais. autant à fond. Ouais, c'est parce que c'est le visage de la ligue. Ah, mais arrête, hein, tu vois, je veux dire, toi aussi, en fait, t'es le visage de la ligue, là, clairement, en 6e saison NBA, il va être All-Star pour la 4e fois. Et puis les Américains crèvent d'envie que ce mec-là perce. Enfin, je veux Mais dire, évidemment, clairement. son évolution depuis sa draft, elle est incroyable. Alors évidemment, on Mm. savait tous qu'il avait un potentiel de fou, mais la manière avec laquelle il a bossé pour corriger ses quelques défauts en attaque, le manque de lucidité qu'il pouvait avoir, ce côté un peu de tête dans le guidon, c'est très très fort. Aujourd'hui, c'est un mec à qui t'as pas peur de confier la gonfle, c'est devenu un vrai bon créateur. Enfin, ouais, franchement, il a tout en fait, Anthony Edwards. Il Mm. a la progression, il a les performances individuelles, il a les achèvements collectifs aussi, parce qu'on le dit et on le répète, faire 2 finales de conférence consécutives, c'est tout C'est sauf énorme. anodin, surtout quand tu portes l'attaque de ton équipe sur tes épaules à moins de 25 ans, parce que ces dernières années, on l'a aussi très souvent dit, que l'attaque des Wolves, elle était très dépendante de ce mec-là. Voilà, aujourd'hui, les Wolves, comme d'habitude, personne ne les cite vraiment parmi les équipes dangereuses en playoff, mais dans les faits, là, ils sont dans le top 4 à l'Ouest, et franchement, ils ne souffrent absolument pas de la comparaison. Tu vois, il y a les Lakers qui sont juste derrière eux, par exemple. Si on a un premier tour Lakers-Wolves, pas gagné, hein. Il a perdu en 2024 face à enfin, il a perdu 2 fois en finale de conf face à des équipes plus abouties. En 2024 face aux Mavericks de Luka Doncic, qui étaient sur une dynamique voilà, qui les amenait en finale. Et, euh, et à ce moment-là, ça semblait quand même difficile pour les Wolves de s'en sortir face aux Mavericks. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression que les Mavs ont eu à craindre véritablement de ce duel face à Minnesota, qui était compétitif, hein, mais j'ai jamais senti Dallas dans le doute, quoi. En 2025, ils échouent face au Thunder, pareil, rouleau compresseur du Thunder. Euh, bon, la défaite était un peu raide, mais voilà, c'était compréhensif aussi. Enfin, Ouais. tu sais pourquoi ils ont perdu. Et à chaque fois, Anthony Edwards a eu l'humilité, et ça pour moi c'est une qualité extrêmement importante, a eu l'humilité de reconnaître la supériorité de son adversaire et de dire, notamment, je me souviens quand il s'était fait éliminer contre les Mavericks, il avait clairement dit, j'ai vu comment jouait Lucas. J'ai noté des choses et je sais ce que je vais faire, je sais sur quoi je vais bosser, je sais ce que je dois améliorer. Et cette attitude-là, le fait que, voilà, cette arrogance manifeste qu'il présente en permanence, mais le fait qu'il soit capable de ces petites pincées d'humilité et de dire, je dois encore travailler, je peux encore progresser, je peux atteindre un autre niveau dans mon jeu, je peux être meilleur que tous ces gars-là, et cette volonté, cette détermination qu'il a de vouloir montrer que c'est lui le plus fort parce qu'il en est convaincu, je trouve ça hyper bon en fait. Si t'es fan des Wolves et si t'es fan d'Anthony Edwards, tu ne peux que te réjouir de suivre un mec comme ça, quoi. Ah mais c'est clair, c'est une mentalité de franchise player comme beaucoup devraient s'en inspirer. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un leader par l'exemple remarquable, vraiment remarquable. Et ma question concernant les Wolves, c'est surtout Rudy Gobert. Pour moi, c'est Rudy Gobert qui a montré ses limites dans cet effectif. Et ce que je dis depuis un moment maintenant, c'est que je pense que Minnesota devrait se débarrasser de Rudy Gobert pendant qu'il a encore une valeur sur le marché des transferts. Ouais, mais cet été, Moindre, ouais, pas moindre que ce maintenant, tu qu'ils ont vois. dépensé pour le faire venir, ça c'est certain. Mais je pense qu'avec lui dans le 5, ils ont atteint une limite. Cependant, c'est très compliqué de se débarrasser d'un joueur qui te transforme littéralement ta défense quand il est sur le terrain, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais là, tu peux pas le faire avant la deadline, c'est impossible. Ah Éventuellement mais l'été non, 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 prochain, non, mais non, non, bien sûr, non, non, mais
mais je suis pas certain de ce que sont capables de faire les Wolves au-delà d'une finale de conf, ce qui cette saison serait déjà encore une fois, on le dit et on le répète, c'est déjà un exploit en soi de réussir à atteindre ce niveau-là. On en est où, Charlie, sur Julius Randle? Franchement, Julius Randle, tu regardes, notamment là pendant les matchs où Anthony Edwards a été absent, il est incroyable d'efficacité, il est incroyable de productivité. Si tu regardes ses stats, mais c'est complètement fou ce qu'il est capable de faire. Mais tu sais très bien ce que je pense de Julius Randle, c'est que c'est un joueur de saison régulière, mais qu'en playoff, c'est un joueur en quel je n'ai absolument jamais confiance. Il a pu prouver par le passé que sur certains match-ups, certains adversaires, certains duels en playoff, il était capable de maintenir un certain niveau de jeu tout à fait probant. Bon, l'année dernière, en playoff, y a pas grand-chose à lui reprocher quand même, hein. Non, bah face au Thunder, et c'est quand même Oui, face au Thunder, ok. c'était pas ça quoi. Mais avant, sur les 2 premiers tours, il fait quand même des sacrés playoffs, hein. Complètement, c'est ce que j'essaye de dire. Est-ce que tu penses que Julius Randle est un joueur bénéfique à mettre aux côtés d'Anthony Edwards? Là, je suis dans une perspective d'avenir. Ça Sachant que dépend de ce que tu Randle, appelles il avenir. a Randall, il va... 31 ans. Ouais, c'est ça, c'est pas ça. Si à part avenir, tu me dis 4-5 ans, bah non. Si c'est dans les 2 ans qui viennent, bon, j'ai plutôt tendance à penser que oui, s'il est capable de faire des playoffs comme ceux qu'il a fait l'année dernière, ça me semble pas déconnant, effectivement, de l'imaginer aux côtés d'Anthony Edwards. Maintenant, la question, elle est plus de savoir, de savoir en fait parce que ils ont quand même assez peu d'assets, on va pas se mentir, tu vois, les Wolves. On va pas se mentir, c'est tout à fait le cas. Et Randle a encore 2 ans de contrat après cette saison-là, à 33 millions et 30, quasiment 36, 35,8. Voilà, c'est ça. Donc la question, en fait, c'est plus, garder Randall, ça me semble pas être aberrant. Par contre, est-ce que tu peux avoir mieux en utilisant son contrat? Elle est surtout là la question. Ça c'est clair. Maintenant, moi, de toute façon, avant de se projeter sur le moyen terme, moi j'ai un peu tendance à penser que ce qui compte là tout de suite, c'est le court terme, c'est la saison en cours. Et je vois pas aujourd'hui ce qui empêcherait les Wolves d'aller chercher un meneur d'ici la trade deadline. Ça c'est clair. Oui, on l'a dit répété, toi et moi. Ayo Donsumu, Kobe White aux Bulls, par exemple, ça peut être tout à fait des cibles qui, pour moi, feraient sens. Mais même un D'un mec comme, tu vois, un mec comme Colin Sexton, par exemple. Moi, je vais chercher Colin Aussi, ouais. Sexton aussi, sans Ouais, problème, hein. complètement, ouais. Ah ouais. Excellent choix, Charlie. En plus, Sexton, c'est quoi? C'est Excellente 18 cible. millions. Tu fous Conley et Rob Dillingham dans l'histoire, parce que visiblement, Rob Dillingham, ils sont vraiment pas contre du tout le fait de l'échanger. Il arrive pas du tout à trouver son rythme ni sa place dans la rotation. Donc tu vois, moi, je pense vraiment qu'il y a encore des choses à faire là pour les Wolves dès cette saison. Et pas Ouais, Ja tout à Morant. fait, ouais. Aujourd'hui, c'est un des problèmes des Wolves, c'est ça, c'est cette profondeur de banc qui leur fait un peu défaut. Ils ont 6 joueurs très, très balèzes. Edwards, Gobert, Randle, McDaniels, Reed, DiVincenzo. Et derrière, ça s'écroule un peu, quoi. Bones Island, c'est le mec, il est sur courant alternatif. C'est quand même pas simple de parier sur lui pour être constant. Non, mais c'est déjà bien qu'il soit sur courant alternatif, tu vois, c'était pas gagné, quoi. Ouais, non, mais bien, c'est carrément. C'est bien qu'il soit capable d'obtenir des minutes et que Chris Finch ne boude pas à lui en donner. Ouais. Mike Conley, il est quasiment cramé en playoff. Je vois pas comment ça va bien se passer. Rob Dillingham et Terrence Shannon, c'est 2 joueurs ça matche pas. Je vais pas parler de Johan Béringer parce que c'est un pivot, c'est un intérieur, c'est pas ça que cherche, c'est pas ça le besoin des Wolves aujourd'hui. Je pense effectivement que si d'ici la date limite des transferts, le 5 février, ils arrivent à recruter, voilà, à faire venir Colin Sexton, Donsumu ou Kobe White, ça serait vraiment oufissime. Je pense que cette équipe des Wolves peut transformer comment dire, sa perspective vis-à-vis des playoffs. Avec Rudy Gobert dans le 5. Je suis prêt à revenir Ouais, je suis d'accord. sur mes propos s'il y a un meneur de qualité, on va dire, dans cet effectif d'ici la date limite des transferts.
Je Retour en pense finale, que, retour en très finale de sincèrement, conf. je me remettrai en question là-dessus. Ce serait, imagine, ils font une troisième finale de conf. Non mais ce serait fou, hein. Franchement, ce serait fou. Ça serait incroyable. Ouais. Ce serait Et ça complètement serait en fou. même temps frustrant pour les fans. Ouais. Et ça serait en même temps assez frustrant. Mais, mais le fait que cette équipe ait Anthony Edwards et Jaden McDaniels, Edwards 24 ans, Jaden McDaniels 25 ans, parce que Jaden McDaniels, j'en parle pas, mais j'en pense pas moins. Ce joueur est absolument extraordinaire. Ouais, ouais, il Et, est remarquable. et il coche. Enfin, je vois pas ce que ce joueur-là peut faire de plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Il bouche tous les trous. Il laisse exister Edwards et Randall dans leur rôle. Je sais pas si on comprend bien, parce que statistiquement parlant, si tu regardes la production de Jaden McDaniels froidement, t'es pas en train de te dire que c'est le joueur du siècle, tu vois, clairement. Si tu regardes les matchs et que tu vois sa production défensive, tout ce qu'il apporte, tout le travail de l'ombre qu'il effectue sur le terrain, mais ce mec, c'est une paix, c'est un. C'est parce que t'as des joueurs comme ça dans un effectif que tu gagnes des titres. Moi, Ouais, c'est puis ce que je pense en tout cas. ce mec-là touche moins de 25 millions cette saison quand même, tu vois. Ouais, et son contrat est aligné sur celui d'Edward. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il a son contrat qui court jusqu'en 2029. Tous les deux n'ont pas d'option, d'ailleurs, ce qui est assez marquant dans leur contrat. Donc voilà, ils sont tous les deux sur la même autoroute de Minnesota. Bien vu de la part du front office et des équipes dirigeantes d'avoir aligné ces deux joueurs-là ensemble d'un point de vue salarial. Nasrid, il a une saison supplémentaire à plus de 28 millions En player en, option. en player option en 2029-2030. C'était l'arbitrage qu'ils ont fait entre lui et Nickel Alexander Walker. Nasrid, il a 26 ans, donc ça se comprend aussi. Il est aligné, et puis ils se sont dit autant garder un intérieur qui shoot à 3 points. Et je les comprends tout à fait. Franchement, cette équipe des Wolves, d'ici la date limite des transferts, je pense qu'il y a quelque chose à jouer. L'avenir est on ne peut plus radieux. Je pense que les Wolves sont là pour rester tant qu'ils arrivent à construire une équipe potable autour d'Anthony Edwards et Jaden McDaniels. Et je ne serais pas inquiet si demain ils décidaient, comme je l'ai déjà dit, de faire un pas de recul pour recalibrer un peu l'effectif. Parce que comme tu dis, aujourd'hui, ils n'ont pas des tonnes d'assets et il y a peut-être un moment où ils vont. Enfin, voilà. Ce qu'il ne faut pas, c'est se retrouver dans une espèce de no man's land où tu es une équipe mid et tu n'arrives pas à faire plus que ce que tu as déjà fait, quoi. Et Ouais. ça, et ça, je me demande si la patience d'Edwards peut pas être mise à rude épreuve si c'est le cas. Ouais, mais ça, je suis d'accord, effectivement. Ça, c'est le risque, et c'est aussi pour ça que le pas de recul, tu vois, bon, c'est un peu compliqué. En fait, ouais, j'ai du mal à voir quel choix ils Mais vont faire. dans la construction, comment tu veux faire autrement? Bah, tu peux trader Gobert et Randall pour des profils différents, mais qui fit mieux peut-être avec Anthony Edwards et Jaden McDaniels. Je sais pas, franchement, je sais pas. Non, mais t'as raison, hein, t'as raison. Il y a sûrement des moves dont nous, on n'a absolument aucune idée parce qu'on, c'est pas notre boulot, c'est pas Mais notre en fait, c'est métier. surtout, tu vois, prendre un pas de recul, ça va leur servir à quoi? Tu vois, si tu fais une saison où tu vas être moins bon, c'est quoi l'idée? Tu vas passer par la draft, ça veut dire que tu fais une double timeline entre Anthony Edwards et McDaniels, Mais qui à ce non, moment-là seront plus vieux. Enfin, mais non, non, je parle pas de double timeline. Je parle déjà rien que par le fait que tu aies une perte de continuité dans ton effectif, ah oui, oui, ça oui. tu auras quoi, de fait la nécessité de reconstruire des automatismes. Aujourd'hui, ce groupe et pour moi, la menace que représente Minnesota tient aussi dans le fait que ce groupe vit depuis un long moment ensemble, qu'ils savent exactement à qui ils ont affaire, qu'ils se connaissent sur le bout des doigts, et que c'est ultra important d'avoir cette continuité en NBA aujourd'hui. C'est une façon de se démarquer de la compétition. Et en playoff, encore plus. Ouais, mais tu vois, quand ils ont changé Karl Anthony Towns par Julius Randle, il n'y a pas non plus un gros changement. Enfin, tu vois, ça n'a pas eu d'impact, quoi, sur les résultats. Non, alors ils ont refait une finale de Bah conf. ouais, c'est ça. Ils sont pas allés plus loin. Moi, l'ossature, la colonne vertébrale de cette équipe aujourd'hui, c'est Edwards, Gobert, Mike Daniels. Ça se joue sur ces 3 joueurs-là, quoi. C'est les indispensables, on va dire. Ouais, ouais. Plus que Karl Anthony Towns, je suis désolé de le dire, mais je suis convaincu de ce que je te dis, par contre.
Ouais, non, mais écoute, je suis pas en désaccord, hein, non, je suis même plutôt Faisons, d'accord avec faisons ça. venir un fan des Knicks pour qu'il nous dise ce qu'il en pense de Karl Anthony Towns. Je pense pas que. Enfin, je veux dire, bon, c'est un excellent joueur, hein, Karl Anthony Towns, mais Minnesota a extrêmement bien fait. Et ça, je suis désolé, on en avait parlé depuis longtemps. C'était sûr et certain. Tu te souviens, quand il avait signé son contrat, on avait dit, toi et moi, dans ce podcast, on avait dit, les Wolves vont être obligés d'arbitrer entre Edwards et Karl Anthony Towns. Et l'arbitrage, il n'y a même pas à regarder demain, midi Non, à il y a même pas 14h. hésité. Il n'y a pas une seconde d'hésitation à avoir. C'est Karl Anthony Towns, tu t'en vas. Ouais, bien sûr. Non, mais C'était écoute, bien c'était sûr, sûr que ça allait se passer comme ça, cette histoire. Donc, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment cette franchise et cette équipe et ce coach, hein, Chris Finch, franchement, ouais, c'est très très sérieux. En tout cas, il y a un truc qui me fait vraiment plaisir dans le fait qu'il monte en puissance comme ça, enfin qu'il soit monté en puissance depuis la mi-novembre à peu près, c'est qu'au moins là, on est sûr qu'ils vont pas tomber dans le piège Ja Morant, quoi. Et ça, moi, ça me fait très plaisir. Non mais aucune haine contre Ja Morant, hein, c'est juste que je trouve que ça fit si pas t'es un avec ce groupe en hater, fait quoi. Non 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 non. t'es En un fait, c'est hater. juste que je trouve que ça ne fit pas. Je trouve en fait que Pas du Ja tout, Morant, son jeu et sa personnalité, ça ne fit pas du tout avec cette équipe, avec l'équilibre que Chris Finch a mis en place. Je trouve en plus que Anthony Edwards prend déjà pas mal de place sur le backcourt et que son association avec Ja Morant à ce niveau-là serait pas idéale du tout pour cette équipe. Absolument pas, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Ça demanderait un recalibrage total de l'effectif autour. Ouais, du jeu et tout. Ouais, ouais, non, franchement, je pense vraiment que ce serait. Je pense que c'est trop risqué et je pense que ce serait vraiment pas intéressant pour cette équipe. Ouais, je pense aussi, ouais. Des fois, je me pose la question de savoir est-ce qu'on est trop conservateur dans le sens où est-ce qu'on devrait peut-être être plus enthousiaste par la perspective de rajouter des fois des stars avec d'autres stars en se disant ou si on est toujours là à chipoter en disant ouais mais ils sont pas complémentaires et tout. En même temps, on a pas mal d'exemples qui montrent que c'est pas parce que t'empiles des stars que ça fonctionne quoi. Bah, en fait, c'est Donc surtout qu'aujourd'hui, avec l'accord salarial qui existe, t'as plus le droit de te louper, en fait. T'as le droit de te louper sur des role-players, t'as le droit de te louper sur des contrats mid ou des petits contrats. T'as pas le droit de de te planter sur des contrats de stars, en fait, quoi. ouais, Aujourd'hui, si t'associes deux stars, t'as intérêt à être sûr de toi à 100%, sinon, t'es vraiment dans une situation compliquée. ouais complètement. Ouais. En tout cas, Anthony Edwards, c'est un bonheur absolu de le voir jouer. Ouais. Sa progression dans le clutch. Pour moi, c'est le joueur clutch de l'année, clairement. Hein. L'an dernier, il avait un plus-minus dans le clutch à moins 51, un net rating à moins 9,9, 58% de true shooting et effectif field goal 51,7. Cette saison, true shooting 82, effectif field goal 80,5, net rating plus 9,4, le plus-minus plus 21. Incroyable. Ouais. Et moi, il m'a fait transpirer à Noël face à Denver, là. Fou la vache. J'avais deux doigts de. Il a fallu que Jokic se transforme en demi-dieu pour que on les repousse, quoi. Mais ce match était absolument grandiose. Un des plus beaux matchs de l'année. Autre chose à dire sur les Wolves ou on passe aux Rockets? Non, non, bah écoute, pas grand chose d'autre à ajouter, hein. J'espère un meneur. Ouais, à voir. Franchement, je serais ravi de rediscuter des Wolves si jamais ils font venir un meneur de qualité. Ça peut vraiment changer totalement de perspective pour la saison de cette équipe, je pense. Tout à fait. Les Rockets. Les Rockets, ça patauge un peu dans la sauce après une série de défaites face à des équipes contre lesquelles on pouvait estimer que les Rockets étaient supérieurs, peut-être. Notamment 2 défaites consécutives face aux Blazers et après il y a eu cette horrible défaite face aux Kings qui a été un peu le symbole de ce passage délicat dans leur saison. Les dernières semaines confirment ce qu'on avait pu dire à leur propos plus tôt dans la saison, toi et moi. Charlie, on en avait parlé, à savoir que l'absence de Fred VanVleet, le fait qu'il n'y ait pas de meneur de jeu, d'expérience dans cet effectif, serait une difficulté compliquée à surmonter pour une franchise qui était partie pour jouer le titre de base, après le recrutement de Kevin Durant. Là, on voit que c'est pas tout à fait le cas non plus, c'est pas hyper convaincant. Surtout que c'est une équipe qui galère à s'imposer dans les rencontres jouées dans le clutch.
avec une fâcheuse tendance à perdre des ballons dans les moments décisifs, couplé à une adresse au tir qui est en berne ces derniers temps. Houston est à 5 victoires, 5 défaites sur les 10 derniers matchs. 6 victoires, 5 défaites si on part depuis le début de l'année 2026, si on prend les premiers matchs de 2026. Les 2 dernières victoires qu'ils ont remportées leur a permis de se dégager du play-in. Ils sont repassés devant Phoenix pour le symbole, Ouais. parce qu'on les a taquinés l'autre jour là-dessus. Ils ne sont, alors bizarrement, ils sont pas loin du play-in. C'est un peu la conférence. En même temps, c'est un peu l'histoire de la conférence Ouest, ce que je suis en train de dire. Ils sont pas loin du play-in et ils ne sont qu'à 2,5 matchs de la 3e place tenue par Denver. Donc, dans 5 jours, ça peut être le soleil comme ça peut être le déluge. Ime Udoka, ça c'est un peu plus inquiétant, a sévèrement critiqué l'équipe la semaine dernière pour sa dépendance envers Kevin Durant. Il a souligné le manque de combativité des joueurs, ce qui est surprenant en comparaison à la saison passée, parce que cet esprit combatif était justement une de leurs forces. Charlie, quelle est ton opinion sur le jeu de Houston ces dernières semaines et qu'est-ce que tu vois dans les horribles défaites qu'ils ont pu avoir, les propos d'Ime Udoka et le fait que malgré tout, ils se maintiennent quelque part, j'ai envie de dire. Bah, ils ont eu une période qui a été vraiment compliquée. Il y a eu 4 défaites en 5 matchs, tu l'as signalé. Portland 2 fois, Sacramento, OKC. Et c'est clair que sur cette période, ce qui a pêché, c'est avant tout l'attaque, avec une grosse galère, notamment en termes d'adresse. Un pourcentage à 3 points notamment qui est catastrophique. Et ce manque d'adresse, il vient aussi d'un jeu collectif qui est laborieux. L'attaque, elle repose beaucoup sur des individualités. Et quand, par exemple, un mec comme Sengun n'est pas là, il était absent pour la double confrontation face à Portland notamment, bah, c'est encore plus laborieux. Euh, moi, je suis bon. Il y a eu une réaction depuis. Hein, ils se sont imposés contre Minnesota et contre les Pels. L'adresse Ouais. c'était un peu mieux, mais c'est clair que moi, ce qui m'inquiète, c'est leur capacité à trouver des solutions quand ça tombe pas dedans. Et c'est ce qui s'est passé sur ce début d'année. Sur le mois de janvier, Houston c'est 29% à 3 points. Il y a que les Raptors qui font pire en NBA sur le mois de janvier. Et la conséquence directe, c'est que leur attaque plonge. Donc évidemment, la question, c'est la capacité à trouver des alternatives quand l'adresse à 3 points est en berne. Est-ce que Ime Udoka a le matériel pour améliorer la circulation de balles, peut-être éventuellement accélérer le jeu par séquence, parce qu'il faut quand même pas oublier que Houston, c'est une pace très lente. Est-ce qu'il est capable de fluidifier le jeu collectif? Parce que en l'état, ton rythme assez lent perd beaucoup d'intérêt si ton équipe n'arrive pas à exécuter ses systèmes de manière efficace. Donc, on en revient exactement au même problème que les Wolves. Cette équipe, elle a besoin d'un meneur de jeu. C'est quelque chose qui est évident. C'est quelque chose qu'on a mentionné depuis le début de la saison. Alors, Et mettre les responsabilités de ça sur les épaules de Rich Shepard, pour moi, ça semble bah très ouais, mal avisé. oui, c'est trop. Et puis en plus, le problème, c'est que ça a des conséquences, tu vois. On a vu notamment Kevin Durant, on l'a vraiment vu se frustrer face à, je crois que c'est face à Portland, où il y a une séquence où on le voit sur le banc balancer une gourde par terre. Alors, Ouais. euh, oui, mais Udoka derrière est venu un peu faire le pompier en disant que bah oui, c'est normal que ça soit frustrant de voir que l'équipe arrive pas à tenir une avance quand il est sur le banc, que c'est pas normal que l'attaque se repose autant sur un joueur de 37 piges. Ok les gars, mais en fait, je suis désolé, mais cette donnée, on la connaissait depuis le jour où Van Vliet s'est blessé. Depuis le jour où Van Vliet s'est blessé, on a tous dit que l'attaque des Rockets vivrait et mourrait entre les mains de Kevin Durant. Et Et que ce n'était pas une bonne chose. mais c'est clair. Donc oui, no shit. Si vous voulez trouver des solutions sans KD, bah ça passe par un jeu collectif plus fluide, ça passe par une meilleure circulation de balles, ça passe par une autre attaque aussi. Je veux dire, Houston aujourd'hui, c'est une des équipes NBA qui fait le plus d'isolation, et c'est évidemment les isolations pour Kevin Durant dont on parle principalement. Donc bon, est-ce que les noms qu'on a mentionnés pour les Wolves un peu plus tôt peuvent être une piste pour les Rockets? Je sais que il y a quelques jours, un journaliste de Yahoo Sport a expliqué que la franchise était en discussion avec beaucoup d'autres équipes sans pour autant aller plus loin, mais ils ont plusieurs joueurs qui suscitent des intérêts. Dans l'article étaient notamment cités Tari Eason, Dorian Finney-Smith et Clint Capella. Est-ce C'est que clair c'est qu'ils ont tous possible? ces joueurs-là qui sont redondants dans leur roster, et ça peut leur servir de monnaie d'échange. Enfin, ça serait dommage de se Ouais, alors priver de ça. après, si j'ai bien suivi, il y a Adam, c'est potentiellement va bien exploser la cheville là, donc peut-être que ça va un peu changer les choses, mais ouais,
moi j'ai un peu l'impression, au regard des infos qu'on a, qu'ils avancent leurs pions sans pour autant être convaincus de l'intérêt de réaliser un move. Et franchement, je comprends pas pourquoi en fait. Je pense vraiment que ce serait une erreur de ne pas bouger d'ici la deadline. Enfin, Mm. moi en l'état, je vois pas comment ils peuvent espérer quoi que ce soit sur une série de playoffs face à des équipes comme Minnesota, comme Denver. Ok, ici j'en parle même pas. Mais en l'état, ouais, Houston me convainc pas. Ah non, moi non plus, ouais. Et c'est bizarre parce que enfin, autant je m'attendais à ce que cette équipe, bah voilà, soit un peu dans la galère. Et on dit ça, bah, malgré cette passe un peu compliquée, il reste une des meilleures équipes offensives de la ligue. Cependant, comme je disais dans l'intro, c'est que les Rockets aujourd'hui perdent quand même beaucoup de rencontres dans les moments décisifs. Ils sont à 9 victoires, 12 défaites dans la définition du clutch selon NBA.com. Et ils ont surtout la 24e défense de la ligue dans les moments décisifs. Ce qui est complètement lunaire quand l'identité de ton équipe est censée être une identité défensive. Et c'est ce qui est censé être Houston. Et c'est censé être au moins, t'as au moins ça, c'est-à-dire une équipe qui défend dur, quoi. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément ce profil-là côté Rockets, quoi. Non. En tout cas, enfin, c'est beaucoup moins une partie intégrante de leur identité qu'on aurait pu s'y attendre. Alors qu'il n'y a pas eu un changement de personnel dramatique, à part le fait que Dylan Brooks a été remplacé par Kevin Durant, quoi. Donc, qu'il y ait une embellie offensive, ok, ça, on le comprend. Mais la chute défensive est Non, mais quand même assez étonnante, quoi. en plus, si tu veux, cette embellie offensive, est-ce qu'elle va se maintenir en playoff, en fait? Parce que aujourd'hui, Houston, ça me semble pas être une équipe sur une série de playoffs les plus compliquées à défendre, en fait. Déjà, si t'arrives à couper KD de ses coéquipiers, tu fais beaucoup. Si t'arrives à doubler KD à chaque fois, tu fais beaucoup aussi. Mm. C'est En fait, moi, c'est ça qui m'inquiète, si tu veux. C'est si sur une série de playoffs, t'as deux matchs où les tirs extérieurs ne rentrent pas, tu fais quoi si t'es Ime Udoka? Complètement. Et franchement, je suis persuadé que s'il y avait Fred VanVleet dans cette équipe, mais il serait autrement plus balèze, les Rockets. Ah oui, j'ai aucun doute aussi là-dessus. Ça aurait été vraiment une équipe redoutable avec Ah, lui c'est dans l'équipe qu'on l'équation. voulait voir, hein. Ouais, complètement, ouais. Et je trouve ça assez fascinant. Et ouais, je te dis, si tu regardes le net rating aujourd'hui des Rockets, après, ils ont eu un départ de saison canon, hein. Ils étaient, je sais plus à combien, 13 victoires, 4 défaites pour débuter la saison. C'était magnifique. Là, ils sont un peu retombés sur terre depuis. Bon, je, ouais, je suis assez circonspect concernant les Rockets. Je pensais que les retours de Tari Eason et Finney-Smith allaient être plus positifs, même si je me doutais bien qu'il allait avoir un temps pour un peu retaper les rotations, les faire rentrer dans le jeu. Et Tari Eason, tu vois, il a apporté du spacing, il apporte des très bonnes choses. Ah, c'est un super joueur, Harrison. Ouais, le mec, défensivement, il est redoutable. Puis aujourd'hui, il plante qu'à 47% de ses 3 points sur 5 tentatives par match. J'étais là, ouh, c'est cool. C'est cool d'avoir un mec comme ça. Mais ça se traduit pas pour l'instant en résultats plus probants que ça, quoi. Non. En tout cas, pour les ambitions qu'a cette franchise. Ouais, non, mais c'est pour ça, ouais, moi, j'avoue que, en fait, je pense qu'il faut pas, je pense pas qu'il, enfin, vraiment, je pense qu'il faut pas qu'ils hésitent à bouger, quoi. Parce que j'ai du mal à croire, si tu veux, que sans modifier le matériel Mm. que Ime Udoka a à disposition, il va trouver la recette miracle là dans les semaines qui viennent, quoi. En fait, on a deux équipes avec Minnesota et Houston qui sont là actuellement quatrième, cinquième de la conférence Ouest, avec les Lakers en embuscade et devant qui tient par un fil les Nuggets. Ce sont deux franchises qui ont besoin d'un meneur de jeu. Mais oui,
Et si si d'ici la date limite des transferts, ils parviennent à mettre les mains sur un meneur compétent, et quand je dis compétent, c'est qu'on s'entende bien, c'est un joueur qui va être capable de jouer des minutes en play-off. J'en ai rien à faire s'ils prennent un joueur qui, en play-off, se retrouvera injouable parce qu'il ne sait pas défendre ou qu'il ne sait pas faire ci ou qu'il ne sait pas faire ça. Non, je parle d'un vrai joueur de rotation. Ouais, non, bien sûr. On se, Non, mais on se écoute, comprenne, on se comprenne bien. on envoie Kobe White à Minnesota et Colin Sexton à Houston, et puis voilà, hein. Moi, je pense qu'il faut pas hésiter. Appelle Faut Silver, pas on s'en hésiter. occupe, quoi. On va terminer le podcast avec Jalen Tyson, l'arrière des Cavaliers, qui, lors de la victoire face aux Sixers ce week-end, a réalisé le match de sa vie, clairement, enfin, C'est de sa clair. carrière NBA. Hein? C'est clair, je disais. C'est Ouais. hallucinant. 39 points, 13 sur 17 au tir, 7 sur 9 à 3 points. Le fait qu'il parvienne à passer ce cap entre sa saison rookie et sa deuxième année dans la ligue est une bénédiction pour une équipe de Cleveland qui cherche désespérément à renouer avec ses performances de la saison passée. C'est une petite lueur d'espoir dans une saison une nouvelle fois marquée par les blessures, notamment celle de Darius Garland, qui s'est encore une fois blessé au gros doigt de pied, qui est encore une fois absent une semaine dans l'espoir de se remettre. Charles, ton avis sur cette performance de Jalen Tyson et plus globalement sur ce qu'il peut représenter dans la saison des Cavaliers? Bah, il est incroyable. Franchement, son match face à Philly, là, c'est assez hallucinant. Moi, ce que j'aime plus que tout, c'est la lucidité pour mettre la petite passe à Mobley sur la dernière possession, alors que, Ouais, mais vu le match qu'il fait, il y en a combien des joueurs qui se seraient enflammés et qui seraient allés seuls, ce qui, au vu de la défense des Sixers sur cette action, et notamment l'aide, je crois que c'est Embiid qui vient en aide, ça aurait été très compliqué. Ouais, j'ai adoré. Et d'ailleurs, Kenny Atkinson en a parlé après le match, hein. Il a dit que cette passe, c'était la preuve de sa maturité, et je suis assez d'accord avec ça. Honnêtement, il est impressionnant parce qu'en plus de la perf offensive, il a aussi des grosses responsabilités défensives, hein. ouais. Contre Philly, il a notamment souvent été chargé du cas Tyrese Maxey. Il y a plus facile à faire dans la ligue. Écoute, c'est capital, sa progression, elle est capitale pour cette équipe qui est vraiment qui vit une saison beaucoup plus compliquée que ce à quoi on pouvait s'attendre. Alors, la photo blessure que tu as mentionnée, mais pas que. À ma grande tristesse, la greffe Lonzo Ball, par exemple, ne prend pas. On est très très loin de retrouver le joueur qu'il était il y a quelques années, et c'est un vrai problème pour cette équipe qui comptait sur lui pour reprendre la relève de Ty Jerome. Donc ouais, la saison de Jalen Tyson, elle est impressionnante, elle fait vraiment plaisir, mais on va pas se cacher quand même que bah du côté des Cavs, on attendait mieux cette saison, c'est sûr, hein. Il y a beaucoup de problèmes, on retrouve plus du tout la fluidité qu'on constatait la saison dernière dans la circulation de balles. Collectivement, on est assez loin de la belle machine que c'était. Bon, Mobley a du mal à passer un cap, ça, je pense qu'on en a déjà parlé, hein. C'est un des joueurs qui est assez décevant cette saison. Il y a les soucis physiques de Garland, il y a Max Strus qu'on attend toujours, en fait, malheureusement, et Mhm. qui était vraiment important dans la rotation l'année dernière. Bon, la chance que les Cavs ont, c'est qu'ils sont pas largués du tout, hein. Ils sont cinquièmes, je crois, à l'Est. Il y a très peu d'écart avec le podium, donc ils peuvent encore tout à fait réaliser une bien meilleure deuxième partie de saison et renouer un peu avec l'ambition qui était la leur au début de l'année, enfin au début de la saison, pardon. Et c'est clair que si ça arrive, ça se fera avec Jalen Tyson, qui fait d'ores et déjà figure de joueur incontournable dans cette rotation. Il a été titularisé là sur les 2 derniers matchs des Cavs, et franchement, je ne serais pas si étonné que ça il continue en tant que titulaire et qu'il finit la saison en tant que titulaire. Donc voilà, écoute, j'ai vu que maintenant il était mentionné pour le titre de MIP. Moi, ça, je suis pas très fan de mettre des sophomores là-dedans, Ouais, je suis d'accord. mais bon, écoute, ça, au moins, ça prouve à quel point il a passé un cap cette année. 23 titularisations cette saison. Il est d'une efficacité au tir exemplaire. C'est un joueur qui sait ce qu'il fait. Enfin, comme tu l'as très bien dit, Atkinson a souligné sa maturité et c'est vrai qu'il l'a. Et puis, à l'université, apparemment, c'est un gros scoreur. Donc, pour lui, c'est pas trop un problème. Il est à l'université de Californie, je sais plus laquelle c'était. Et oui, ça a permis de replacer DeAndre Hunter sur le banc, le fait qu'il retrouve ce rôle de sixième homme. Il y a eu cette drôle de passage d'ailleurs avec DeAndre Hunter qui a dû se justifier qu'il n'a jamais demandé à être transféré et tout ça parce que ça a été
Ça a été relayé par la presse, comme quoi il était mécontent de son rôle à Cleveland et qu'il souhaitait être transféré. Mm. Ce qui, selon lui, n'est absolument pas le cas. Bref. Max Strus, j'ai l'impression qu'on annonce le retour de Max Strus comme le retour du Messie sur Terre. Je suis pas sûr que le retour de Max Strus change intégralement les choses. Ce qui a changé pour moi de manière manifeste le jeu de Cleveland, c'est quand Darius Garland jouait avec toutes ses sensations. Oui, c'est pareil. Clairement, quand ce joueur joue à son niveau, fait ce qu'il sait faire sur un terrain de basket, les Cavaliers sont transfigurés. Quand c'est le Donovan Mitchell show, et je ne lui jette pas la pierre en disant ça, qu'on soit bien d'accord. Non, il fait ce qu'il peut. Mais c'est un joueur extraordinaire. Et je sais pas que je critique pas, mais c'est quand il se sent l'obligation d'en faire trop, parce que derrière il sent que ça ne suit pas, donc il essaie de compenser, alors tu comprends que Cleveland est dans la mouise, quoi. Et Jalen Tyson, effectivement, c'est une pièce très importante parce que ça, j'ai vu dans beaucoup d'articles, beaucoup de conférences de presse, ils se disent tous, oui, aujourd'hui, l'an dernier, on a eu un démarrage explosif, 15 victoires consécutives, on a terminé la saison avec 64 victoires, mais on est arrivé, on était à bout de souffle, et puis on s'est craqué parce on a été rattrapé par les blessures et ainsi de suite. Là, cette saison, notre objectif, ce n'est pas de faire la course au positionnement, au classement. Alors, idéalement, tu finis dans les 6, tu passes pas par le play-in, mais que leur objectif, c'était de se qualifier pour les playoffs avant toute chose, et surtout d'arriver avec un effectif au complet et en bonne santé. Ok, pourquoi pas, ouais. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est quand même, et ça je l'avais déjà dit avant que la saison débute, qu'on avait parlé toi et moi des favoris dans chaque conférence, et je t'avais dit que mon gros doute concernant Cleveland, c'est leur capacité justement à rester en bonne santé. Et c'est un problème récurrent depuis le début de la saison. Je vois pas comment ils vont s'en sortir. À moins que, je sais pas, Darius Garland, je comprends pas à quel point son problème peut être réglé ou pas. Je sais pas s'il va souffrir de son gros orteil en permanence ou pas. Je suis vraiment contrarié pour lui. C'est Parce clair, que je ouais. me dis que ça doit être d'une frustration telle le concernant de toujours se blesser au même endroit et d'être freiné à ce point dans tout ce qui fait son jeu, ses appuis, ses accélérations, ses décélérations, l'attaque au panier, les appuis pour tirer à 3 points. Je sais pas. J'ai vraiment un doute sur cette capacité-là. Evan Mobley, on en a déjà parlé. Je suis déçu et je perds espoir sur le fait qu'il soit capable de devenir le joueur que je pensais qu'il deviendrait. Mais bon, ça c'est pas dramatique en soi. Il est défensivement, ça reste un joueur majeur. J'ai pas confiance dans cette équipe de Cleveland sur leur capacité, malheureusement, à être arrivé en un seul morceau et à maintenir ce morceau, si jamais c'était le cas, en playoff, quoi. J'ai vraiment des doutes. Ouais, je suis d'accord. C'est effectivement la grosse incertitude, la grosse interrogation. Et le dossier Garland, c'est aussi pour ça qu'en fait c'est aussi problématique que la greffe Lonzo Ball ne fonctionne pas. C'est que si tu avais un meneur backup que tu pouvais aligner de manière régulière et importante, lui faire enchaîner les matchs, tu pourrais te permettre de dire bon Darius, on va te foutre au frigo le temps d'être sûr que ton pied nous emmerde plus. Là, c'est quand même compliqué de le faire en fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et puis, il n'y a pas les. Je sais pas. Il n'y a pas la même dynamique. Tu vois bien avec des mecs comme Dean Wade et ainsi de suite. C'est pas la même vibe Non, qu'il y a pu avoir, c'est vraiment l'an dernier, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire là. C'est exactement ça. C'est très con, hein. C'est pas du basket et tout, mais quand tu regardes les matchs, il y a pas la même vibe. Vraiment, cette équipe, t'as vraiment l'impression que c'est une équipe différente à qui t'as mis des maillots de la même couleur, tu vois. Mais t'as vraiment l'impression que y a un truc qui s'est cassé, quoi. Et je sais pas à quel point c'est concret ce sentiment. Enfin, il est pas du tout concret, justement. C'est pour ça que il est libre à l'interprétation, mais ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui, si tu croises leur route en play-off,
tu te dis, putain, on a intérêt de Ouais, c'est pas une équipe qui fait on peur a à intérêt de l'instant, je jouer suis à un d'accord. niveau de dingue parce que sinon on va se faire plier. Je pense pas, quoi. Je suis d'accord. Il y a des bribes de temps en temps, il y a des éclairs. Encore une fois, je te dis, j'ai vu certains matchs où Garland était vraiment épatant. Et là, tu retrouves un petit peu. Et c'est ça qui est assez fou quand même dans cette histoire, c'est l'importance qu'a Darius Garland dans la dynamique de cet effectif. Dans la dynamique collective, je veux dire. Sa capacité qu'il a de connecter l'intégralité de l'équipe autour de lui, quoi. Ouais. Ouais, non, mais tout à C'est fait, c'est rare les joueurs exactement comme ça. ça. Ouais, c'est rare, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais effectivement, dans la machine offensive remarquable qu'était Cleveland l'année dernière, bah, il avait une réelle importance. Et shootout à Nequan Tomlin, là. C'est mon. Ce two-way là, à Cleveland. Là. J'adore ce joueur. Il a une énergie de fou furieux, ce gars. Mais J'adore ce type. c'est bientôt fini, non? Parce qu'il a joué combien de matchs, là? Ah bah, je sais pas. Tiens, attends, on va regarder. Il a joué. Ouais, oui, il a joué 32 matchs de Va falloir donner un titularisation. contrat, là, hein? C'est quoi? C'est 50 la barre, hein, c'est ça? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr, mais ouais, non, mais j'adore ce joueur, j'adore ce mec. Je le trouve, là pour le coup, tu vois, en termes d'énergie et de vibe, et ben lui, je le sens à 200%, quoi. J'aime beaucoup ce qu'il dégage. Ouais, c'est ça, 50 feuilles de match. Ouais, je suis pas complètement à la masse sur mes chiffres. Cool, mais merci Charlie Ah bah écoute, avec plaisir, hein. de m'avoir accompagné sur ce podcast. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve en fin de semaine, vendredi, pour un nouvel épisode du podcast NBA Corner. D'ici là, passez une bonne semaine. Bon courage à vous. Ciao. Bye bye.